Bonjour, je me présente, je suis Sylvette Babin, la directrice de la revue S Art plus Opinion. Merci d'être là pour la conférence Le rôle des revues d'art dans l'expérience du collectionneur. Quelques mots, il reste des places si vous voulez vous asseoir. Il y a des petits sacs cadeaux pour vous avec des exemplaires de la revue et du catalogue de l'Encan vendu sold. Je vous présente très brièvement notre modérateur. Je suis devant lui, excuse-moi pas. Paul Maréchal, qui est historien de l'art. Il enseigne un cours sur le marché de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Paul est aussi conservateur de la collection Power Corporation depuis 1993 et il est l'auteur de quelques ouvrages imprimés, de l'œuvre imprimée de Andy Warhol, dont le 3e catalogue raisonné sera publié cette année. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Paul qui va nous présenter nos 3 panélistes. Merci bien, Sylvette. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, en cette radieuse après-midi de printemps, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette discussion que nous aurons sur le rôle, l'influence des revues d'art. Et par revue d'art, j'entends évidemment une offre qui est relativement abondante, comme on va le voir au cours de notre discussion. Pour vous situer un peu le contexte dans lequel la revue d'art se place aujourd'hui, il faudra dire d'abord qu'elle se situe exactement à mi-chemin entre le journal quotidien, donc dans lequel on peut retrouver des critiques, n'est-ce pas, des comptes rendus d'exposition surtout, et à l'autre extrême, on a le livre qui, lui, veut porter un regard critique avec un recul, même un certain recul. La revue d'art, les magazines sur l'art, eux, portent un regard plus approfondi, n'est-ce pas, que le quotidien ne peut pas faire. Et c'est essentiellement ce rôle-là dont nous allons parler aujourd'hui, d'approfondir les différents sujets sur l'art, que ce soit des démarches artistiques ou le contexte de création et autres. Donc, en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un état des lieux, donc sur l'influence, le rôle, l'importance et peut-être même une ouverture sur l'avenir qui attend les revues d'art et les défis qu'elles ont à relever maintenant et dans le futur à travers donc cette discussion que nous aurons avec nos panélistes que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais tout d'abord, j'aimerais faire état de quelques chiffres et estimations quant aux revues d'art. Bien que leur rôle soit absolument essentiel et crucial, pourtant, les ventes de revues d'art ne sont pas ce qu'il y a de plus reluisant, mais ça ne veut pas dire, ne vous méprenez pas, qu'elles n'ont pas une influence déterminante. L'Observatoire de la statistique, qui dépend du ministère de la Culture et de Communication du Québec, ne tient même pas de statistiques sur les ventes de revues d'art, contrairement à la vente de livres, dont les chiffres nous sont régulièrement fournis. Mes sources et mes espions dans les différentes librairies à Montréal et dans les musées me disent que la vente de revues d'art compte pour moins de 5% du chiffre de vente des librairies. Alors, évidemment, ça peut sembler très peu, mais dans un contexte, celui d'aujourd'hui, où l'offre artistique est plurielle et multidisciplinaire, il est certain que le rôle des revues d'art revêt une importance capitale pour guider les collectionneurs, certainement, et peut-être même influencer le marché de l'art, d'une certaine façon. Et puis, elle permet aussi aux théoriciens d'explorer les différentes démarches artistiques des artistes, etc. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les membres de notre panel. Comme je suis un homme galant, je vais commencer par Madame Andréane Roy, historienne de l'art et muséologue, n'est-ce pas, qui a occupé plusieurs fonctions dans le monde muséal, notamment au Musée régional de Rimouski, au Musée d'art contemporain des Laurentides et même dans les galeries privées telles que la galerie Simon Blais.
En plus d'être commissaire et auteur, notre panéliste est également doctorante à l'Université de Montréal, où elle explore à travers la thèse, elle explorera à travers sa thèse de doctorat les différents liens qui unissent les institutions et le marché de l'art. Elle a été à l'origine de plusieurs expositions, dont la très renommée Marc Séguin, La foi du collectionneur, qui a été présentée au Musée régional de Rimouski. Et elle prépare pour cette année le commissariat de l'exposition rétrospective sur Mathieu Beauséjour, La révolte de l'imagination, qui sera présentée aussi à Rimouski et à Saint-Hyacinthe plus tard en 2015. Notre deuxième participant, M. Bernard Landriot, collectionneur d'art actuel avantageusement connu. Je pense que la plupart d'entre vous doivent le connaître pour le livre qu'il a publié l'an dernier et qui s'intitule toujours, d'ailleurs, Entre avoir et être, deux collectionneurs s'exposent. Alors, M. Landriot a occupé différents postes administratifs à l'Université de Montréal au sein de la direction des relations internationales de l'Université de Montréal. Et bien qu'il soit originaire d'Ottawa, il a étudié à l'Université de Montréal, il a étudié à Ottawa et à l'École pratique des hautes études de Paris en lettres linguistiques. Notre troisième panéliste, et non le moindre, celui qui, on pourrait dire, a les deux mains dedans, un artiste, M. Yann Pocro, photographe, qui a à son actif plusieurs expositions, autant au Canada qu'aux États-Unis et en Europe. Il a notamment participé à l'exposition Québec Gold, qui a été présentée à Reims en France, ou l'autre exposition Exercice d'empathie, qui a été présentée à l'Espace Bortier à Bruxelles, et aussi à New York, à la The New Visionaries et Paperwork, deux les expositions qui ont lieu à New York. Alors, M. Pocro s'intéresse, évidemment, puisqu'il est photographe, à la présence du lieu et du sujet et à leur intime cohabitation. Donc, nous aurons, au cours de notre discussion, le point de vue d'une historienne de l'art, d'un artiste et d'un collectionneur sur le rôle et l'influence que les revues d'art ont dans ce monde. Alors, je vais tout de suite débuter la séance en posant une question que je laisse ouverte, merci de prendre votre micro, oui, à nos participants, avec une question des plus générales. Et je demanderai peut-être à chacun de répondre à tour de rôle de façon plus détaillée. Est-ce que les revues d'art ont une influence chez les collectionneurs? N'est-ce pas? Alors, je commencerai avec M. Landriot. Oui, en fait, je ne puis parler que comme collectionneur. Je suis un lecteur fidèle de revues d'art depuis de nombreuses années. À mes yeux, les revues d'art, ce sont d'abord des passeurs d'idées. Ce sont elles qui font en sorte que le collectionneur reçoit de nouvelles idées. Mais elles sont beaucoup plus que ça, en fait. Parce qu'on se rend compte, quand on a collectionné pendant un bon nombre d'années, qu'elle constitue un maillon très important dans la démarche du collectionneur, tout autant que dans le réseau des arts visuels en général. Un guide ou une influence? Pour vous, la revue est moi, un je guide? pense qu'il y a une influence, c'est sûr. Un guide et une influence, les deux. Je vais y revenir là-dessus. Je tiens à dire que les revues d'art que je collectionne, en tous les cas, ce sont des acteurs d'expérience. Ici, au Québec, des revues comme Vie des Arts ont été créées en 1956. Une revue de lettres et d'art comme Spirale en 1979. S a été créée en 1984. Elle a déjà 30 ans. C'est bon? Elle a déjà... Plus près le micro. Oui, S, elle a déjà 30 ans. C'est déjà formidable. Du côté canadien-anglais, ils ont été un peu plus rapides que nous. Canadian Art a été fondé en 1943 et Border Crossing en 1977.
Alors, c'est intéressant aussi. Et quand on regarde les États-Unis, ils étaient encore plus tôt que nous. Hein. Une revue comme Art in America a été créée en 1913. Donc, ce sont quand même ces revues que je lis ont une feuille de route très importante. Et à travers les années, elles se sont posées des questions, elles se sont redéfinies par les nouveaux contextes et elles ont développé leur propre signature. Chacune d'elles est différente. Et c'est ce que je trouve de formidable comme collectionneur, parce que, comme vous le devinez, les collectionneurs sont eux aussi très différents les uns des autres. Alors, si on imaginait, par exemple, une ligne aux extrémités de laquelle il y aurait d'un côté un collectionneur qui collectionne par coup de cœur et que vous aviez de l'autre côté un collectionneur qui collectionne comme investisseur. Et entre les deux extrêmes, des collectionneurs de toutes sortes, plus ou moins coup de cœur, plus ou moins investisseurs. J'aurais tendance à dire, à partir de ma petite expérience, que quand on collectionne des coups de cœur, on achète d'abord l'œuvre et on consulte après. La revue d'art joue un rôle différent à ce moment-là. Elle vient peut-être me confirmer mon choix. Si j'achète comme investisseur, ce serait probablement le contraire. J'irai voir la revue d'art avant d'acheter pour être sûr que je pose un geste qui est pertinent et qui convient à l'investissement que je veux faire. Et entre les deux, il y a évidemment toutes sortes de possibilités. Je comprends que les revues d'art n'ont pas comme raison d'être de soutenir le marché, mais par la force des choses, elles y contribuent, elles jouent un rôle, elles m'influencent comme collectionneur. Pour le meilleur et pour le pire, tout dépend de comment cela se fait. Donc, si je comprends bien, vous avez trouvé dans l'offre des revues d'art celle qui convient à votre besoin en tant que collectionneur. Oui, mais il faut dire que la revue d'art n'est jamais toute seule non plus. Puis ça, peut-être que oui. Canderan va pouvoir mieux en parler que moi. Alors, j'aimerais justement avoir le point de vue maintenant d'une auteure, d'une historienne de l'art, qui donc serait, pour reprendre un peu votre image, M. Landriot, à l'autre bout du spectre, non pas de la réception, mais de la création, du contenu de la revue d'art. Donc, Andréane Roy, s'il vous plaît. En fait, si je reviens à la question initiale qui est l'influence et le rôle des revues d'art, pour moi, c'est essentiel de mettre en contexte la présence de ces acteurs-là, que sont les revues, parmi l'ensemble de l'écosystème de l'art. On parle souvent d'écosystème, je trouve que c'est une métaphore qui vient de l'écologie, qui se prête particulièrement bien pour comprendre le réseau, parce que c'est un ensemble d'acteurs qui, par leurs actions, construisent les valeurs artistiques et s'influencent les uns les autres. Donc, les revues sont ce qu'on appelle une instance de légitimation, donc elles viennent valider certaines pratiques, et là, on en reviendra sur le rôle du critique ou de l'auteur par rapport notamment à la production actuelle. Mais donc, la revue va être influencée et influencer à la fois un réseau d'acteurs qui est composé des acteurs du marché, donc les galeristes qui font eux-mêmes des choix, qui font la promotion des artistes, les musées également qui ont une influence très, très grande sur la formation des carrières artistiques. Mais vous parlez toujours d'un point de vue extérieur. Je voudrais avoir votre point de vue. Est-ce que vous vous sentez comme en tant qu'historienne et commissaire, comme quelqu'un qui va justement faire en sorte de légitimer la carrière ou l'œuvre d'un artiste? Mm-hmm.
C'est une bonne question. Dans un premier temps, je dirais que en tant qu'être auteur, c'est un peu comme être commissaire d'exposition, c'est-à-dire on fait des choix, on les soutient, donc on offre une certaine visibilité aux artistes et les revues permettent de faire du repérage pour les collectionneurs et également d'apprendre sur les pratiques artistiques. Donc, on a nécessairement un certain rôle à jouer en tant qu'auteur dans les revues parce que, et tout ça est toujours aussi en fonction de la réputation de la revue. Parce qu'on parle de revue, on parle de collectionneurs, mais les revues sont aussi multiples, vous l'avez dit, que les collectionneurs, comme M. Landriot le disait. Donc, une revue qui est jugée par ses pairs comme étant une revue prestigieuse ou ayant une certaine notoriété va être lue nécessairement par son lectorat qui va lui accorder une certaine reconnaissance. Donc, on part un peu du principe que les choix qui ont été faits par les auteurs, par la revue, sont dignes d'intérêt. Donc, nécessairement, il y a toujours une part de subjectivité, mais on fait toujours des choix. Donc, même si le rôle de l'auteur, c'est pas de dire j'aime, j'aime pas, ou de promouvoir des pratiques, par les choix qu'on fait, on oriente un peu la réception et puis on participe à la formation des valeurs artistiques aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, si on a un point de vue au niveau de la réception, on a un point de vue au niveau du contenu. Alors, nous allons maintenant passer à l'objet. Monsieur Foucault, donc, qui est artiste, et par objet, évidemment, j'entends le sujet du contenu des revues d'art. Bien déjà, tout d'abord, bonjour à tout le monde. On vous invite aussi, si vous avez des questions, je pense, après. Oui. OK. C'est sûr que pour moi, c'est une question un peu plus difficile dans la mesure où, bien que j'ai eu plusieurs chapeaux, j'ai été longtemps sur le comité de rédaction à la revue S. J'ai moi-même écrit aussi pendant quelques années. De savoir ce qui nous appartient, ce qui appartient au marché, qui développe quoi, c'est aussi difficile de croire que des fois, on génère ces objets aussi appelés œuvres d'art, mais que ça nous quitte à un point tel que nos carrières se construisent uniquement à travers ces plateformes, ces passeurs d'idées, comme les nommait Bernard, ou par l'institution. En même temps, je crois tout de même que oui, effectivement, dès que ça nous quitte, ça appartient un peu aux autres aussi. Le milieu est fait de cette façon-là. Je pense quand même qu'ici au Québec, on a une certaine flexibilité, même nous, artistes, de prendre vraiment notre position. Je pense qu'ailleurs dans le monde, les enjeux sont différents. Je pense aussi qu'ailleurs dans le monde, oui, certaines revues ont vraiment un impact sur construire ou même déconstruire des carrières. Chose certaine pour nous, au niveau de l'objet, de les voir circuler à travers les idées de certains. Tu parlais de commissariat, Andréane. Évidemment, cette aura qui est une aura théorique là, autour de notre travail fait toute la différence. En fait, laissez-moi être plus direct encore. Ce que j'aimerais savoir, c'est, en tant qu'artiste, est-ce que lire les critiques dont vous pouvez être l'objet dans ces revues-là ont une influence sur votre œuvre? Est-ce que vous voyez d'autres interprétations, d'autres ouvertures? Est-ce que ça aide votre réflexion artistique? Ben oui, forcément. C'est-à-dire que nous, générant des œuvres, on s'adresse aux gens. Ça peut être à travers une discussion. Un collectionneur qui achète une pièce, puis là, on peut en discuter, mais d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre qui, parfois même, est complètement détaché de notre désir initial. Là. Oui, forcément, ça aide la réflexion, ça génère d'autres types d'idées dans le travail, de voir aussi comment le travail est reçu, comment il est lu même ou décrypté à certains moments, ça change tout. Là. Est-ce que la production va en être transformée? Je ne sais pas. J'imagine que ça se fait de façon un peu abstraite, mais chose certaine, je pense que les artistes, on essaye tous d'être très intègres. Là. On ne transforme pas le travail en fonction de la lecture qui va en être faite. Mais est-ce que vous avez déjà lu des interprétations sur votre œuvre qui vous ont permis de découvrir quelque chose? Découvrir. Bien, c'est tellement intime faire de l'art qu'à un certain moment, on découvre des choses. Des fois aussi, on n'aime pas ce qu'on lit. Hein? On va pas, je mentirai pas, mais ça fait partie du pari de l'artiste, c'est-à-dire que de générer des choses qu'on laisse vivre de façon autonome par la suite. Mais la réception, oui, peut
J'aime bien cette idée-là du passeur d'idées aussi, c'est-à-dire qu'il y a les nôtres qu'on essaie de véhiculer. Parfois aussi le travail d'auteur. Je pense à la revue S, il y a à la fois des critiques. On faisait la blague tout à l'heure des auteurs, puis aussi des auteurs critiques. Certains vont être en intime collaboration avec les artistes aussi. Évidemment, là, à travers les idées des autres, il y a aussi la voix de l'artiste qui est véhiculée à travers un travail de commissariat. J'imagine, Andréane, vous avez, ayant déjà travaillé avec des commissaires, vraiment la voix de l'artiste accompagne celle de l'auteur ou du commissaire. Oui, je pense que... Puis là, il y a un certain jeu de domino jusqu'au collectionneur, dans le cas qui nous occupe. Puis oui, évidemment, c'est intéressant d'ouvrir une discussion sur le travail, puis de voir aussi, au passage, qu'est-ce qui en a été dit, comment il a été compris. Puis là, ça génère un autre type de discussion. Puis ça, c'est fantastique, là. Puisque on traite de l'influence que peuvent avoir les revues d'art autant chez les collectionneurs que chez les artistes, il y a une question, évidemment, qui me semble évidente à ce moment-ci, à savoir l'offre, évidemment, est très diversifiée dans les revues d'art. Ça peut aller de revues qui sont des infos-publicités sur des artistes, plus ou moins commerciaux, jusqu'à des analyses de démarches artistiques très critiques et autres. Et puis, la revue d'art est, qu'on le veuille ou qu'on le reconnaisse ou non, une courroie de transmission très importante avec le marché. Preuve, on est dans une manifestation où on peut acheter des œuvres d'art. Et ces relations avec le marché de l'art, est-ce que vous les trouvez saines, nécessaires, intéressantes ou autres? Andréane? Oui, de mon point de vue, je pense que c'est avant tout une relation d'influence qui est indirecte. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il faudrait dire que pour la plupart des auteurs, ce ne sont pas des commandes. Donc, ça vient de l'intérêt de l'auteur et de la revue à traiter d'un artiste ou d'un autre. Donc, la relation entre auteur et marché est relativement... ténue, voilà. Pour ce qui est de comment ces articles-là peuvent influencer le collectionneur, je vous disais que pour moi, c'est indirect essentiellement, donc par en fait, une fonction de repérage, donc de voir qui fait quoi par la consultation des revues, de compréhension des démarches d'artistes. Donc, les auteurs nous offrent des pistes de réflexion, des pistes de lecture des œuvres. Donc, je pense que ça a une belle fonction de pouvoir guider la compréhension des œuvres. Mais nécessairement, par l'aura de certaines revues, ça vient aussi d'éteindre sur l'aura de l'artiste en venant justement valider une certaine pratique en fonction de la réputation de la revue. Ça, c'est pour le cas des revues, ce qu'on appelle les revues spécialisées, donc où ce sont souvent des auteurs qui proviennent du monde universitaire, donc qui ont un bagage théorique assez solide. Mais pour moi, la revue a d'autres fonctions aussi, ne serait-ce que... Pardon? Par exemple? Par exemple, je pensais à la publicité. C'est sûr que la publicité, c'est une visibilité... Essentiellement la publicité des galeristes, parce que c'est beaucoup eux qui achètent dans la publicité, dans les revues de la publicité. Et dans un monde, dans un marché de l'art où c'est beaucoup l'événementiel qui fait le marché, l'événementiel qui permet aux galeristes de faire la promotion de leurs artistes, mais je pense que la visibilité des publicités est importante aussi, même si on n'est pas un acheteur. Et à ce sujet, si je peux me permettre, hier, j'étais ici pour la table ronde sur la critique d'art. Et en fait, il y a Marie-Ève Charon, qui est critique d'art du Devoir, qui nous disait apprécier prendre le Art Forum pour regarder les publicités. Ça m'a un peu déculpabilisé parce que moi aussi, c'est une activité que j'aime bien faire. Mais c'est de voir qui fait quoi. Ah, tel artiste est représenté par tel galeriste. Donc, ça nous aide aussi à comprendre les réseaux qui travaillent les réseaux d'influence, avec les musées aussi, donc tous les calendriers, et puis de se situer dans les événements sur la scène locale, mais sur la scène internationale aussi. Donc, un bon reflet de l'écosystème auquel vous faisiez référence. Oui, je pense que oui. Et M. Landriot, vous, une autre philosophie? Non, pas une autre philosophie, au contraire. Moi aussi, j'aime beaucoup la publicité dans les revues. Parce que, d'abord, on a tous différents profils de lecture ou de regard. Et
on a tous des moments où on a envie d'être plus sérieux et moins sérieux. Et quand une revue comme Art Forum que vous mentionnez là, ben, il vous arrive effectivement de regarder tout ce qui se passe dans le monde à partir de photos. Et le collectionneur, il ne faut pas l'oublier, le collectionneur, il s'intéresse d'abord à l'objet. Il s'intéresse à l'objet d'art. Il va s'intéresser, à mon avis, dans un deuxième temps, au discours sur l'art. Mais dans un premier temps, c'est à l'objet. Et donc, qu'il y ait des images, des photos, de la publicité, et qu'on nous montre tout ce dynamisme du réseau. Parce que ce qu'Andréane, un peu, je pense qu'on est d'accord, il y a des acteurs institutionnels, les musées, par exemple, qui sont à une extrémité du spectre, et puis à l'autre bout, il y a des collectionneurs qui parfois donnent à des musées, et il y a des galeristes qui sont souvent des complices des collectionneurs, et des commissaires d'exposition qui sont complices des collectionneurs aussi, parce que c'est grâce aux expositions qu'on réussit à identifier des choses qu'on aime. Dites-moi, M. Landriot, est-ce que vous pensez que un des rôles fondamentaux de la revue d'art serait de faire en sorte de donner au public de l'art moderne, contemporain ou actuel, une idée de l'offre et puis qui pourrait pallier à la gêne que certaines personnes ont parfois de mettre les pieds dans une galerie qui peut être intimidant, puis de mieux se familiariser avec ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils aimeraient voir, et puis à partir de là, vont choisir davantage, le cibler davantage quelle galerie ils voudraient aller visiter. Peut-être. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question parce que je suis très sensible aussi à l'originalité de chacune des revues d'art. Et chacune a un sens. Et je ne serais pas prêt à dire il faudrait faire telle chose. Je les prends, moi, comme un praticien. Je les prends comme elles sont. Et puis, au Québec, je trouve qu'on est particulièrement bien outillé pour passer d'une revue à l'autre et de trouver ses intérêts en tant que collectionneur. Mais vous parlez de la diversité du public. Je voudrais juste terminer avec une question. Ce collectionneur est un être tellement fascinant. Et par rapport à... Vous vous intéressez quand même à l'art contemporain depuis plus de 35 ans. Et je me demandais si, quand vous regardez votre collection, rétrospectivement, vous attribueriez au discours critique contenu dans les revues d'art quel pourcentage de votre collection? Oh, la question. Non, je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça justement parce qu'il y a trop de... Il y a trop de joueurs. C'est sûr que les galeristes avec lesquels qu'on rencontre tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, sont des acteurs très importants. C'est sûr que les revues d'art sont très importantes. C'est sûr que les centaines d'expositions que j'ai vues dans ma vie m'ont marqué. Et c'est les commissaires d'expo qui m'ont marqué. De faire un pourcentage, je ne suis pas capable. Maintenant, j'aurais une question pour Andréane. On sait qu'aujourd'hui, l'offre artistique est mondialisée, plurielle, multidisciplinaire. Et là, c'est aussi une question pour vous, Yann. Est-ce que vous ne croyez pas que dans un contexte où l'information est si abondante, justement, le fardeau énorme qui repose sur les écrivains, les auteurs des revues d'art n'est pas colossal, difficile à porter et il suppose tellement d'expérience, de connaissances, d'avoir vu, visité, tellement de mobilité, de disponibilité pour prendre connaissance de l'offre à travers le monde. Oui, je pense que c'est un défi autant pour les auteurs que pour les lecteurs. Parce que, bon, nécessairement, les auteurs doivent avoir quand même un bon panorama à la fois de ce qui se fait ici et de ce qui se fait à l'international, ce qui n'est pas toujours facile, ce qui nous demande de voyager beaucoup. Les revues, petite parenthèse, les revues jouent un rôle important aussi en venant, ça ne vient jamais pallier au vrai contact avec l'œuvre, mais les revues internationales nous permettent quand même de rester en contact avec ce qui se fait sur la scène internationale. Donc oui, c'est un défi pour les auteurs de savoir rendre compte de pratiques dans toute cette variété
de la création actuelle et des auteurs aussi de se renseigner, pas des auteurs, pardon, mais des lecteurs de se renseigner à différentes sources pour avoir un bon compte-rendu de ce qui se fait, là, si c'est possible aujourd'hui. Yann, vous qui avez été sur le comité de rédaction de la revue S pendant 5 ans, quelle serait votre opinion sur cette question, cette difficulté de rendre compte de la production à travers l'abondance et l'offre plurielle? Bien, il y a déjà, je pense qu'il faut faire il y a différents types de revues aussi. Là. Particulièrement la question, là, je vais lui répondre avec mon expérience chez S, mais il y a des revues où disons, l'adresse est peut-être moins théorique. Là. Chez S, il y a vraiment cette volonté-là quand même de... J'aime beaucoup l'idée du passeur d'idées, mais de contenu. Bon, il y a différents types de textes quand même dans la revue. Mais même pour le comité, l'exercice est difficile, c'est-à-dire pour rendre compte de ce qui se passe dans un contexte aussi où la revue s'est internationalisée. Bon, est devenue bilingue, puis maintenant a des points de vente un peu partout dans le monde, là, en Europe, aux États-Unis. Il y avait vraiment cette volonté-là d'aller chercher, puis corrige-moi Sylvette si au besoin, mais un certain équilibre entre, bon, évidemment, bon, on défend aussi à travers ces idées-là des travaux d'artistes, il ne faut pas l'oublier. Mais l'équilibre entre bon, les contenus, les teneurs de contenu aussi, mais aussi d'un reflet international, mais de positionner ce qui se passe chez nous. Il ne faut pas oublier aussi que ces revues-là sont à la fois des véhicules d'idées pour comprendre ce qui se passe à l'international, mais c'est ô combien excitant de les lire, même pour un artiste, de voir « Hey, qu'est-ce qui se fait chez nous? Comment c'est compris? Qu'est-ce qui se passe sur la scène locale ou nationale? » Puis comment tout ça entre à travers les idées des auteurs, bon, comment tout ça véhicule sur la scène mondiale. Puis quand je dis véhicule, c'est pas nécessairement des questions de mobilité, de savoir qui fait quoi dans le monde, lequel de nos artistes est parti exposer à tel endroit, mais de voir, bon, justement, dans le grand luxe avec une revue, c'est que, bon, un auteur qui n'est pas nécessairement commissaire peut aller, bon, autour d'un contenu ou d'un sujet précis, parler d'un artiste local, émergent, de le mettre en comparaison avec, bon, tel courant, tel artiste international, puis tout d'un coup, bon, mais de créer vraiment un espace de mobilité à travers un texte. Ça, c'est génial. Mais pour un artiste aussi, comment se situer par rapport à tout ça? C'est sûr que dans les revues, on y trouve notre compte, forcément. J'ai envie d'ouvrir la discussion sur un sujet totalement différent, mais qui a quand même un lien avec ce que vous venez de dire, Yann, au sujet de l'avenir des revues d'art dans un contexte mondialisé et surtout à l'ère numérique. Hein, on sait que dans Internet, on peut retrouver des blogs et toutes sortes de contenus qui peuvent s'apparenter à un magazine où la limite physique, le nombre de pages, n'est-ce pas, qu'un magazine requiert quand il est publié, lorsqu'on a un nombre de pages limité dans lequel on doit s'exprimer, bien sûr, on a besoin d'une direction éditoriale très forte parce qu'il y a des choix qui doivent être opérés. Dans le contexte d'un blog sur Internet, ben, on peut donner la parole à plein de gens, à plein d'opinions et enfin, on voit que c'est pas toujours heureux, n'est-ce pas, qu'il y a des opinions plus ou moins intéressantes qui sont exprimées. Alors, je vais d'abord débuter avec vous. Comment vous voyez ça, cette ouverture vers l'Internet? On sait, je vous rappellerai que la revue Parachute, qui a été fondée en 1981, qui était une revue extrêmement pertinente, ben, a dû fermer ses portes en 2006 pour des contraintes budgétaires. Et Parachute est maintenant présente sur Internet. Alors, dans ce contexte d'avenir à l'ère numérique, comment vous voyez cette situation-là? Est-ce que c'est un avantage? Non, bien, en fait, évidemment, là, par nature, je suis quelqu'un qui génère des images ou des objets. J'adore l'objet revue. Faut pas oublier non plus, bon, là, on parle évidemment de l'expérience du collectionneur, mais la revue ne s'adresse pas qu'à des collectionneurs. On espère qu'elle ait, bon, un impact sur nos carrières, nous les artistes, juste en traversant l'institution, le public, puis évidemment jusqu'aux collectionneurs. En revanche, d'abord et avant tout, c'est un milieu de passion. Je veux dire, les gens qui lisent sur l'art, bon, j'espère, aiment l'art, mais à travers tout ça, il ne faut pas oublier que l'art, bon, peut être bon, très conceptuel, mais je veux dire, ça reste de l'objet. Feuilleter une revue,
Il y a des gens qui, on ne se mentira pas aussi, il y a des gens qui achètent des revues non pas pour les lire, mais pour les regarder. C'est-à-dire l'importance du graphisme, des images. Je sais je reviens à S, même si on peut parler de façon plus générale. Il y a vraiment une signature marquée sur le plan graphique de la revue. Mais tout ça en fait un objet précieux, à mon sens. Évidemment, il y a les idées. On parlait de ce rapport-là, même à la création d'un auteur qui génère un texte, mais on est près de ce qui se passe à l'atelier, à mon avis. Mais au final, ces revues-là, elles sont... je comprends l'idée d'Internet. Je suis pas du tout contre, mais moi, je suis un grand amoureux de l'objet livre, par exemple, de la revue papier. Et l'œuvre de graphisme aussi que peut représenter une revue, puis la possibilité d'en consulter le contenu à volonté, puis de la mobilité aussi. Alors qu'un blog, on ne sait pas si dans 5 ans, le site va être entretenu, puis il va toujours être disponible. Exactement. En revanche, ça permet peut-être un plus grand éventail d'opinions. Le reste à savoir, qui dit opinion, est-ce que veut dire texte sérieux, savant? Je sais que dans les revues, en général, il y a un comité de rédaction qui entre en dialogue avec les auteurs pour alimenter les idées. Il y a vraiment une discussion qui est entreprise. Sur les blogs, j'imagine que ça dépend lesquels. Reste que, puis comme on le disait au Québec, on a cette chance-là d'avoir aussi de très belles revues. Est-ce que c'est de les faire disparaître que de les mettre sur Internet? Je pense pas non plus, mais je tiens beaucoup, moi personnellement, je réponds comme ça, je tiens beaucoup à l'objet. Je crois ne pas être le seul, c'est-à-dire que, je veux dire, on les rend belles, ces revues-là, elles défendent des projets qu'on souhaite, parfois même esthétiques, là, des œuvres qui, je sais pas, Est-ce qu'on pourra... Oui, Andréane? Oui, ben en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 volets à votre question. Là, quand on traite des blogs, c'est sûr que là, il y a la question de la validité du contenu. Donc, c'est un peu comme sur Internet en général. Là, c'est devenu un lieu commun de dire qu'il faut valider la source de l'information nécessairement. Donc, on peut partir du point de vue que tout ne se vaut pas nécessairement. C'est sûr qu'on peut aller chercher, il peut y avoir une diversité d'opinions qui est plus grande, peut-être que dans certaines revues. Donc, j'imagine que ça peut venir alimenter la réflexion. Il y a aussi le volet des revues qui elles-mêmes sont sur Internet. Donc là, au niveau de la diffusion des contenus, pour moi, en tant que lectrice ou chercheur, c'est sûr que ça facilite beaucoup l'accès à l'information. Puis j'imagine que pour les collectionneurs, ça peut être un peu la même chose quand on veut faire une recherche très, très ciblée. On peut rapidement avoir un texte de plusieurs revues sur Internet et puis s'alimenter de contenu, Donc, tout à fait valable. il y a une possibilité d'augmenter le lectorat qui est réel. Oui, je pense que oui. Puis il y en a plusieurs revues aussi qui vont jouer avec le format web en ajoutant des vidéos ou on peut faire des visites d'expos virtuelles. Donc c'est sûr que c'est possible aussi de renouveler un peu la formule avec ce que le web permet. Mais encore une fois, c'est de s'y retrouver parmi l'ensemble de l'offre. Moi, ce que j'aime sur un plan pratique, c'est que je crois beaucoup au papier, je crois aux livres, j'aime les revues, j'aime les journaux. Et je suis abonné à certaines revues ou à certains journaux papier qui me permettent d'aller plus loin. Avec mon abonnement, ils ont un service d'archivage où, quand je trouve le nom d'un artiste, je vais sur le site Internet et ils ont déjà fait un travail qui me permet de continuer ma lecture. Alors, moi, je ne les oppose pas, ces 2 objets-là. Je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, on doit se servir, on doit exploiter ce service Internet. Mais comment le faire à partir d'une revue qui a sa raison d'être et sa force? Ça, c'est une autre histoire assez complexe. Mais je les vois en partenariat. Je ne vois pas comment une revue d'art peut complètement délaisser de ne pas avoir de site Internet. Je pense que c'est pas viable. Oui. Je lisais dans le New York Times du 6 décembre dernier le chroniqueur, la section art, qui parlait de financiarisation du marché de l'art. Phénomène dont les effets qu'il décrivait faisaient en sorte que les gens achètent beaucoup de l'art en fonction du bouche à oreille, de ce que leurs amis achètent. Ou de ce que les grands collectionneurs, les méga collectionneurs comme les François Pinault possèdent dans leur collection, etc. Est-ce que
c'est pas un déficit critique vis-à-vis des revues d'art qui n'arrivent peut-être pas aussi souvent à rattraper cette espèce d'engouement pour l'art qui vient, il faut le dire, de la méconnaissance de certains acheteurs qui connaissent toujours les mêmes 20 noms, qui entendent de leurs amis ou qui voient les œuvres. Est-ce que c'est un combat difficile pour les revues d'art, arriver à surmonter ce nouveau phénomène de financiarisation de l'art? Est-ce que M. Pinault lit les revues d'art? Je ne crois pas. Mais M. Pinault a très certainement des gens qui lisent les revues d'art pour lui, n'est-ce pas? Et qui lui font rapport et compte rendu. Mais M. Pinault ne lit pas les revues d'art. Il n'a pas le temps. On est dans une catégorie de collectionneurs, et vous avez tout à fait raison, le New Yorker a raison, mais c'est une catégorie des happy few, archi riches et archi tout ce que vous voulez, et qui ne jouent pas du tout le même jeu que les collectionneurs que nous sommes ici. Et les revues d'art que nous sommes ici. Oui. Ça m'amène à parler peut-être de la différence qu'on peut voir entre ce qui est publié ici et sur la scène internationale au niveau de l'offre, au sens où sur la scène québécoise, j'ai l'impression, bon, il y a nécessairement la critique journalistique d'un côté, les revues spécialisées de l'autre, donc un discours théorique, et il nous manque peut-être la frange centrale qu'on trouve dans les revues internationales, certaines revues internationales où on parle beaucoup plus de l'écosystème du milieu de l'art, donc présentation du milieu avec ses acteurs, des fois des entrevues, des articles sur le marché de l'art, parce que ce qu'on observe dans nos revues québécoises, c'est que le marché de l'art n'est pratiquement jamais abordé. Il y a très peu de gens qui s'y intéressent au point de vue de la recherche ou des publications. Donc, le collectionneur, je pense, a une très belle offre au niveau du contenu qui s'intéresse aux œuvres, mais à la structure du milieu, à comment les valeurs artistiques se construisent, qui est des choses qui sont assez fondamentales quand on souhaite être un collectionneur sérieux qui s'intéresse à l'art avant tout, mais aussi au système, au milieu. Si on veut se demander quoi acheter, à quel moment, ben c'est connaître qui fait quoi. Et puis, donc ça, ici au Québec, j'ai l'impression qu'on peut se demander si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que c'est un aspect qui est moins présent. Donc l'aspect un peu plus spectaculaire des palmarès des 100 plus grands collectionneurs ou des 100 artistes les plus renommés, c'est pas des choses qu'on voit dans nos revues. Les centres d'exposition les plus visités. Oui, et je pense que c'est un phénomène qui est quand même important aujourd'hui. Il y a d'ailleurs Alain Quemin, qui est un sociologue de l'art, qui s'est penché sur la question, qui a publié un article. Je pense d'ailleurs que dans le prochain numéro de S, il va y avoir une entrevue avec M. Quemin, donc qui s'intéresse à ce phénomène-là et comment ça participe à construire les réputations également, parce qu'on nous dit, parfois ces palmarès-là sont faits par un panel de spécialistes. D'autres fois, c'est avec différents indicateurs qui vont tenter de faire des échelles de notoriété. Mais ça a quand même un effet de promouvoir d'autant plus ce qui est déjà promu. Donc, ça a une influence peut-être sur le côté un peu plus spectaculaire du marché de l'art, où dans la presse écrite, on parle beaucoup de chiffres quand ils sont spectaculaires, mais du marché tel qu'il se vit au quotidien, surtout sur la scène québécoise, où c'est un marché où des ventes records avec des prix incroyables qui va frapper le public, ben, c'est peut-être moins notre réalité de terrain. Donc, je pense qu'il y a un décalage quand même assez important entre la scène internationale, notamment des grands collectionneurs, et ce qu'on peut vivre ici et la réalité de notre marché. Ça va? Non, c'est bon. C'est bien, oui. Ben, je faisais référence au New York Times tout à l'heure qui parlait, toujours en décembre dernier, qu'il y avait aujourd'hui sur la planète 300 millions de ce qu'on appelle des art consumers. Donc, des gens qui s'intéressent à l'art et qui en consomment, si je puis dire, par la fréquentation d'expositions ou l'acquisition d'œuvres d'art ou d'objets d'art ou autres. Le nombre de gens qui s'intéressent à l'art n'a jamais été aussi élevé dans le monde
qu'il l'est aujourd'hui. On est passé de 3 millions de gens, de art consumers des années 50, à 300 millions aujourd'hui. C'est énorme. Et on ne sent pas nécessairement que d'un point de vue des revues d'art, le tirage, l'intérêt a augmenté pour ces revues-là. Comment on pourrait expliquer ça? Andréane, avez-vous une... Ça ouvre l'épineuse question peut-être du côté hermétique que certains pourraient reprocher à certaines revues qui s'adressent à un certain public. Et moi, je crois beaucoup Je pense qu'il y a de la place pour une diversité de revues, certaines très pointues qui abordent vraiment les œuvres d'un point de vue analytique. Donc, je pense aussi que ces revues-là sont peut-être nécessairement vouées à avoir un lectorat qui est restreint. À côté d'autres revues qui peuvent décider de ratisser plus large, ce qui n'est pas plus mal non plus. Ça peut être aussi une porte d'entrée qui va amener éventuellement les gens à aller vers des revues qui vont un peu plus au fond des choses. Oui, effectivement, puisque on me dit que la revue d'art qui est la plus vendue en kiosque à Montréal, c'est Beaux-Arts. Et Beaux-Arts est une revue qui, essentiellement, présente des comptes rendus d'expositions et des calendriers de différentes expositions à se tenir, effectivement. Oui. Alors, quelle heure est-il maintenant? Est-ce que notre heure est presque écoulée? Oui. 10 minutes encore. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions? J'aimerais ça prendre les questions du public. S'il y en a parmi vous, là, je vous encouragerais à venir... Oui. On vous écoute. Andréane. Oui. Très bien. Très bien. Merci, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions dans le public? Ça va? Bien. Alors, je voudrais adresser peut-être une dernière question à Bernard. Pour les collectionneurs qui mettent de l'avant leur collection par des expositions, des dons à des institutions, etc., est-ce qu'il y a une voie pertinente dans l'analyse de la direction de ces collections-là? Vous avez déjà exposé votre collection et quelle en a été la réception critique à travers ces revues? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Votre collection a déjà fait l'objet d'exposition. Oui. Est-ce qu'on a parlé de... On va en parler. On va en parler. Très bien. On va en parler dans S peut-être là, prochainement. Mais je pense que ce qui me vient à l'esprit spontanément quand vous me posez la question d'exposer des œuvres qu'on a achetées sur une collection, vous le savez, Paul, la collection a été exposée au Centre Expression. Et ce qui m'a beaucoup plu dans non seulement il y avait une excellente commissaire qui a bien rendu, à mon avis, certains aspects de la démarche du collectionneur, c'était très important, mais aussi, c'est qu'il y a des milliers de jeunes enfants qui ont pu voir cette exposition-là, parce que les centres régionaux sont
rattachés ont des éducatrices et ces éducatrices invitent les écoles, qu'ils soient du primaire ou du cégep, à aller à l'exposition, à faire de la critique, à faire de la création Oui. et à commenter. Et ça, c'est un des beaux cadeaux que je trouve qu'on peut faire, c'est de permettre à des jeunes, parce que dans mon temps, ça n'existait pas, ça. Et déjà, pouvoir exposer dans un centre d'art où il y a des jeunes qui passent, c'est formidable. L'avenir des revues d'art va être peut-être assuré par ces gens qui, plus jeunes, ont eu la chance d'aller voir de l'art actuel, puis de se faire expliquer l'art actuel. Donc, vous voyez davantage l'événement, une exposition de votre collection comme une démarche d'accessibilité et non pas comme un jugement critique de la part d'une revue d'art. Mais que la critique fasse son travail, mais qu'on partage l'art, qu'on fasse comme ici, qu'il y a une foire à papier, c'est formidable. Qu'on en parle, c'est formidable. Il faut partager. Vous aurez compris que les collectionneurs sont souvent des passionnés et ils veulent partager cette passion. Et c'est autant dans les revues d'art, dans les foires, que dans les expositions que ça se passe. Bien. Alors, le jugement critique, oui. Puis comme disait Yann, des fois, il y a des gens qui n'aiment pas et puis on dit, tant pis. Mais je continue parce que j'aime. J'aurais une dernière question pour Andréane cette fois-ci. On sait que les revues d'art participent à la légitimisation de certains artistes. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un fardeau lourd à porter avec, quand on parle de l'art actuel, le manque de recul qui peut exister d'un artiste qui, parfois, sur lequel vous écrivez, qui a moins de 50 pratiques à son actif? Oui, je pense que c'est un enjeu pour tous les acteurs du milieu de l'art actuel, c'est-à-dire les galeristes qui ont choisi des artistes et des œuvres ici aujourd'hui ont à faire avec ce manque de recul du temps. Donc, on doit sélectionner et se faire une tête sur ce qu'on voit nécessairement avec un bagage en histoire de l'art qui nous permet de contextualiser la pratique actuelle dans ce qui a déjà été fait, aussi avec une bonne connaissance du présent. Par contre, c'est sûr que le rôle de l'auteur dans l'édifice qui est la construction des valeurs, c'est une petite brique avec plusieurs autres briques qui est mise par plusieurs autres acteurs. Donc, je ne pense pas que la pression soit si grande là, quand on considère les choses de cette façon-là. C'est bien. Je voudrais terminer avec une question à Yann sur le fait que les musées des beaux-arts, plus traditionnellement académiques et autres, présentent de plus en plus, ça c'est pas un phénomène purement canadien mais bien international, présentent justement de plus en plus d'art actuel. Hein, comme le Musée des beaux-arts de Montréal, qui a 25 ans en présentait à peine, il y en a de plus en plus. Donc, comment vous voyez ça pour les artistes d'être exposés de plus en plus rapidement au musée avec tout ce que ça suppose comme consécration par un musée, l'œuvre d'un artiste? Mais là, ça dépend encore où on est sur la carte internationale, dans la mesure où cette consécration-là, au Québec, dans le contexte qui est le nôtre, elle est dangereuse pour un jeune artiste aussi, parce qu'après le musée, il n'y a plus rien. En fait, dans un milieu qui est aussi excitant que le nôtre, mais qui est quand même, somme toute, petit. Évidemment, là, vous parliez qu'on est passé de 3 millions à 300 millions d'amateurs d'art. Bon, je veux dire, ça fait boule de neige. Il y a des musées partout dans le monde qui poussent, des fondations privées qui ouvrent des musées. On en est au 5e pavillon du Musée des Beaux-Arts qui va être construit bientôt. Le MAC se lance dans les rénaux, même chose à Joliette. Bref, on ne peut qu'être content de ce développement-là, de l'intérêt pour l'art. En revanche, vous parliez de pression pour Andréane. À la fois le musée, mais aussi comme jeune artiste, quand on commence d'avoir un texte critique qui pourrait avoir un contenu théorique fort, une vision d'auteur sur le travail, la pression, elle est là aussi. Forcément, ça teinte le travail. Puis c'est là où j'y vois quand même pas un danger, mais il faut bien... puis peut-être que c'est par les revues qu'on peut le faire aussi. On parlait de connaître bien le milieu, puis de comprendre son écosystème. Pour les artistes aussi, je pense que ça occupe une place déterminante dans la construction d'une carrière, parce que les routes sont multiples, mais le labyrinthe est complexe. Là. Mais pour vous, en tant que jeune artiste, est-ce que vous préférez... Je sais, c'est un choix difficile que je vous propose.
Mais est-ce que la légitimisation venant d'un critique d'une revue d'art est davantage importante pour vous que la légitimation que le musée pourrait vous apporter en y étant exposé? C'est difficile comme Ouais, question. c'est ça. Évidemment, Idéalement, les deux? il y a l'appât d'être conservé, s'inscrire dans la mémoire collective, tu sais, avec une apparition au musée. Évidemment, c'est excitant pour n'importe quel artiste, je pense. Ça, on ne peut pas s'en défaire. Mais en revanche, oui, de savoir qu'il y a une fortune critique qui est générée sur notre travail, c'est aussi de voir que les idées qu'on porte, parce que comme artiste, on porte aussi des idées, savoir qu'elles sont reconnues, entendues, puis c'est une forme, comme je le disais tout à l'heure, de dialogue qu'on entretient avec les auteurs, puis ça aussi, c'est précieux. Est-ce c'est deux avenues très différentes. Hein. Le musée, c'est une chose, puis quand on dit, au musée de consécration, une acquisition n'est pas non plus une rétrospective, là. Ouais. Mais oui, c'est important quand même d'entrer dans cet édifice-là dont tu parlais avec des multiples briques, d'avoir collaboré à une revue, de savoir que quelqu'un a pris le temps de penser au travail puis de le projeter peut-être dans un avenir Voilà, proche. il y a une plus grande pérennité, peut-être venant de la critique de revue d'art, qu'au musée où votre œuvre va être peut-être montrée un certain temps, va peut-être être remisée. Je pense que le côté excitant de la relation à l'auteur pour une revue, c'est aussi qu'elle est constante. Je veux dire, on est vivant. Les pièces, une fois qu'elles sont placées, elles existent, mais elles sont, surtout dans un musée, souvent, elles sont en réserve pour des dizaines d'années. C'est quand même le fun. On est toujours content. Mais je pense que ce dialogue-là avec les auteurs, moi, il y a des gens qui ont écrit sur mon travail, puis hop, on se retrouve 5 ans plus tard, puis ils rattrapent la balle au bon, puis ce qui est bien ici, c'est que le milieu aussi est fait de façon à ce que, les gens se connaissent, mais deux, c'est que les gens suivent le travail. Ces amateurs-là, puis j'espère que c'est le cas des gens dans la salle aussi, ont certains coups de cœur, comme le disait Madame, puis ils vont suivre aussi les développements de la carrière d'un artiste. Puis ça, c'est très excitant pour nous, les artistes aussi, de savoir que les gens sont sensibles à une pièce, par exemple, mais aussi à ce qui s'en vient, ce que ça devient, les avenues qu'on prend, les bons comme les moins bons coups qu'on peut faire. Bref, tout ça, ça fait partie quand même D'un écosystème. D'un écosystème, mais vivant. Ça, c'est bien important aussi. Absolument. Alors, je voudrais vous remercier, nos 3 panélistes, M. Landriot, Mme Roy, M. Pocro. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu pour nous et pour le public à ces questions. Merci à vous tous.